Nous procédons maintenant à la remise annuelle des prix d'excellence de l'Université du Québec. Les prix d'excellence sont décernés par l'Assemblée des gouverneurs afin de mettre en valeur le travail effectué au plan de la recherche et création, de l'enseignement et de la gestion. Comme à l'habitude, des jurys indépendants ont été formés pour évaluer les candidatures soumises par les établissements du réseau. Cette année, au total, 6 prix d'excellence seront accordés. Des prix d'excellence en recherche et création, volet carrière et volet réalisation seront remis à 2 professeurs qui se sont distingués. Un prix en enseignement sera également décerné à un professeur ayant une carrière exceptionnelle. Les lauréats de ces prix recevront chacun une bourse de 15 000 $. 3 prix d'excellence en gestion seront aussi attribués. Exceptionnellement cette année, et compte tenu de la qualité des dossiers présentés, 2 prix seront remis à des administrateurs pour saluer l'ensemble de leur carrière, et un prix sera décerné à un gestionnaire pour une réalisation remarquable. Les lauréats de ces prix se verront chacun rembourser l'achat d'une œuvre d'art d'un artiste québécois, un montant d'une valeur maximale de 2 500 $. Le montant total remis cette année aux lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec s'élève à 52 500 $. Comme c'est la coutume, afin de vous faire découvrir le travail de nos lauréats, nous avons invité une journaliste d'expérience. Cette année, notre choix s'est porté sur Mme Françoise Guénette, journaliste indépendante qui a été intervieweur à la radio de Radio-Canada, co-rédactrice en chef du regretté magazine La Vie en Rose et animatrice de plusieurs émissions de télévision. Françoise Guénette anime aussi régulièrement des assemblées publiques, entre autres depuis quelques années au Musée de la Civilisation ici à Québec. Madame Guénette, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Roy. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Je prends la relève cette année de ma collègue Josée Thibault, qui a d'autres chats à fouetter, vous le savez, puisqu'elle fait le tour du Québec dans l'autobus électoral du premier ministre Jean Charest. Mais je soupçonne fortement qu'à certains moments, elle aimerait mieux être ici, dans des endroits comme celui-ci, avec des gens comme vous. Alors, allons-y donc. Vous connaissez la formule. J'interrogerai tour à tour les récipiendaires de ces prix d'excellence que j'inviterai à me joindre à l'avant. Et j'avoue que la lecture de leur dossier m'a beaucoup impressionnée. Alors, voilà. Allons-y avec le premier invité. Il se dit un fils de la Révolution tranquille. Il est né dans une famille ouvrière du sud-ouest de Montréal. Il a consacré sa vie de chercheur et d'enseignant à l'étude du comportement animal. Monsieur Luc Alain Giraldo, professeur en sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal et vice-doyen à la recherche de la Faculté des sciences, reçoit cette année le prix d'excellence en recherche et création pour l'ensemble de sa carrière. Monsieur Giraldo, s'il vous plaît. Voilà. Je vous en prie, servez-vous d'un peu d'eau, le micro. Voilà. Expliquez-nous d'abord, qu'est-ce qui vous a incité à marcher sur les traces de Konrad Lorenz, prix Nobel et grand ami des oies? C'est une rencontre tout à fait fortuite parce que je me destinais à la médecine comme tout le monde qui va en biologie, qui découvre les plaisirs de ça. Et au cégep, un professeur de philo nous fait lire un texte de Claude Lévi-Strauss sur les façons de cuisiner et de comparer ça avec un texte de Konrad Lorenz qui venait de gagner un prix Nobel de médecine physiologie pour avoir fondé en 1973 l'éthologie. Et Konrad Lorenz parlait des parades amoureuses des canards. Et... Ah, vous êtes tombé sous le charme. Jeune adulte, je me dis, quelqu'un peut gagner sa vie assis sur le bord d'un lac, à regarder des canards, se faire des simagrées. Ça me semblait d'un romantisme et ça m'a immédiatement attiré. Bref. Vous avez donc étudié en biologie à l'Université McGill, mais ensuite, au moment d'un stage à Oxford, vous avez modifié, changé un peu votre façon de voir, mais aussi de faire la science. Pourquoi? Comment? À l'époque où j'étudiais aux maîtrises doctorales à l'Université McGill, il y avait une espèce de combat de titans, très poli d'ailleurs, entre des tenants de l'évolution,
champion de Graham Bell, et des gens qui prétendaient, d'un point de vue purement épistémologique, que l'évolution, c'était une tautologie, que ça ne faisait pas partie de la science. Et les gens étaient très convaincants. Ces gens venaient dans nos cours, ils s'invitaient mutuellement, et tout le monde participait à ce débat. J'étais déchiré parce que je croyais fortement à l'évolution, mais ça me semblait irrémédiable comme approche scientifique parce que non falsifiable. Et avec ce stage à l'université Oxford, qu'on m'a forcé, on m'a exilé, on m'a forcé à aller là-bas. Et j'ai compris qu'on pouvait faire les deux choses à la fois, parce que en empruntant la modélisation mathématique de l'économie, des sciences économiques, et en les appliquant aux animaux, en supposant que la sélection naturelle optimisait, un peu comme créait des consommateurs rationnels, comme les humains. Ça nous permettait de faire des prédictions sur des bases évolutives qu'on pouvait falsifier. Et depuis ce temps-là, je pense que mon style en sciences a toujours été celui de faire des modèles économiques. Je travaille en théorie des jeux. De faire des prédictions et de les tester en laboratoire. Voilà. Ça vous a permis de découvrir, entre autres, que les animaux, comme les humains, peuvent être très opportunistes. Oui. Le sujet que j'étudie, et vous avez sans doute tous, comme humains, vécu cette expérience, que dès qu'on forme un groupe, il y a toujours des individus qui travaillent plus fort que d'autres. Ah. Lorsqu'on met des animaux ensemble et ils ont un but commun de chercher de la nourriture, eh bien, si on peut les identifier, si on peut les regarder, au lieu de voir simplement une masse d'animaux qui cherchent, on se rend compte qu'il y en a qui cherchent moins fort que d'autres. Il y a des travailleurs et des profiteurs. Absolument. Et ceux qui cherchent moins fort que les autres ont des conséquences énormes. D'abord pour eux-mêmes, ils apprennent pas les bonnes choses. Ils réduisent l'efficacité du groupe. Bref, et je me suis, depuis 25 ans, penché sur les facteurs qui vont soit accroître ou diminuer le nombre de ce qu'on appelle des chapardeurs à l'intérieur des groupes. Voilà. Depuis 25 ans, vous avez bien sûr beaucoup publié, participé à d'innombrables comités, colloques, jurys, et vous avez publié, entre autres, deux ouvrages de vulgarisation. Et l'un d'entre eux, publié déjà en 2004, sera réédité bientôt. Ça s'appelle Guide d'écologie urbaine en français, mais publié cette fois en anglais aux presses de l'Université de Chicago. Dans les deux cas, pourquoi cette tentative de vulgarisation et qui est-ce que vous visez avec un ouvrage comme celui-là? Alors, cet ouvrage-là, en français et maintenant en anglais, au départ visait les enseignants parce que de plus en plus de Québécois et de Québécoises vivent dans des milieux urbains. Et lorsqu'on a à enseigner à l'école secondaire ou même à l'école primaire des principes d'écologie, on est aux prises avec des habitats qui semblent assez dépourvus d'exemples. Or, c'est pas le cas. L'écologie, elle est partout et nous voulions donner des outils avec deux collègues, d'ailleurs, Christian Messier et Béatrix Bessner, qui ont collaboré, qui étaient des collaborateurs sur cet ouvrage. Nous voulions donner des outils à l'ensemble de la communauté qui vit dans un milieu urbain, des outils pour comprendre ce que c'est les principes de base de l'écologie. Voilà. Un petit jeu de comparaison, on s'en va vers la fin déjà de cette entrevue. Vous enseignez à l'UQAM depuis 2000, mais auparavant, vous avez enseigné à McGill, à l'Université de Toronto, à Concordia. Est-ce qu'il y a une différence entre enseigner le comportement animal en anglais, dans un milieu anglophone, et en français? Ben, d'une part, il y a le salaire qui diffère, mais... Mais il y a aussi, c'est vrai qu'il y a, écoutez, sans faire des grandes généralisations, moi j'ai l'impression que le fondement de l'évolution, le darwinisme, il est beaucoup plus ancré dans la culture anglo-saxonne qu'il ne l'est dans la culture francophone. Et lorsqu'on lit des ouvrages, des grands ouvrages de vulgarisation en français, qui ne sont pas des traductions, habituellement, c'est des critiques du darwinisme. C'est sale, c'est mauvais, c'est pas bon. Les francophones ne sont quand même pas créationnistes. Non, ils sont lamarckiens pour l'ensemble, mais ils sont capables d'accepter un certain niveau de darwinisme, mais pas trop. Et donc, il y a cette différence qui est que le monde francophone est encore assez réfractaire et on n'est pas isolé. On est peut-être probablement une tête de pont pour l'Europe, essayer de les convaincre que finalement, Lamarck avait pas raison. Et que Darwin avait raison et que ça a une influence sur la vie de tous les jours. Oui. Mais Darwin amélioré par Giraldo. Voilà.
Vous avez été boursier à plusieurs reprises. Pour finir, comment voyez-vous l'avenir de la recherche sur le comportement animal précisément, compte tenu de l'évolution des fonds de recherche en 10 secondes? Oui, en 10 secondes, l'avenir, il est pas rose, il est pessimiste. Je fais écho à plusieurs problèmes qui sont dans le monde universitaire, mais essentiellement, nous sommes victimes, les gens qui faisons de la recherche dans des domaines fondamentaux et qui n'ont pas facilement accès à une industrie qui serait intéressée à étudier l'exploitation des uns par les autres, nous sommes un peu victimes de cette tendance vers la recherche utilitaire. Je pense que c'est un grave danger. On ne sait jamais où sera la prochaine découverte qui va créer de la richesse. C'est pas en disant la science crée de la richesse, c'est une conséquence, mais ce n'est pas sa fonction. La science doit créer de la connaissance. Et je pense qu'il faut rester, il faut revenir. Et ça, je suis un peu pessimiste pour l'avenir. Merci, M. Giraldo. On espère que l'avenir vous donnera tort. Merci. Félicitations. Voilà. Le prochain prix d'excellence en recherche et création célèbre les réalisations, cette fois d'un professeur-chercheur. Ces jours-ci, le récipiendaire de ce prix termine une tournée de l'Ouest américain en famille avec ses 3 enfants. En mêlant l'utile et l'agréable, bien sûr, c'est-à-dire la visite des grands parcs nationaux et des rencontres avec des collègues chercheurs américains. Alors, ce gagnant, vous le connaissez déjà. L'an dernier, il était reçu au Cercle d'excellence de l'Université du Québec. En 2010, l'émission Les Années-Lumière de Radio-Canada le désignait scientifique de l'année. Alors, comme M. Giraldo, Joël Betty, professeur à l'Université du Québec à Rimouski et biologiste et spécialiste du comportement animal, ce prix souligne sa contribution remarquable à la compréhension du phénomène migratoire et la grande originalité de sa démarche menée sur le terrain en Arctique. Alors, nous l'avons joint au téléphone dans un motel du Wisconsin et je vous préviens, la ligne téléphonique était pas très bonne. Alors, pourquoi les oiseaux migrent-ils vers le nord? Il raconte que la question lui est venue entre autres de son grand-père. Joël Betty. C'est une belle histoire. Quand je reviens de mon premier voyage du Grand Nord, donc on est en 1995, je suis au début de la vingtaine, et donc je suis un jeune scientifique qui est assistant de recherche. Je reviens du Grand Nord et mon grand-père me pose des questions sur mon voyage. À ce moment-là, je suis vraiment émerveillé. Je suis tombé en amour avec le Grand Nord dès mon premier voyage. Là, au retour, j'essaie d'expliquer à mon grand-père ce que j'ai observé. Et parmi ses premières questions, qui lui, naïvement, me pose la question, mais pourquoi les oiseaux vont si loin dans le Grand Nord? Mais pourquoi dépenser autant d'énergie et aller dans un milieu aussi hostile pour aller se reproduire, puisqu'il y a plein de ressources ici au sud? Et là, à l'époque, comme jeune scientifique qui est à l'université, on essaie de trouver une réponse pour son grand-père, mais je me suis rendu compte que ma réponse n'était pas complète. Oui. Et c'est du genre de question qui m'est restée pendant longtemps et on a voulu apporter une partie de réponse. Alors, ce que vous avez découvert, c'est que essentiellement, les oiseaux vont très loin au nord pour se reproduire en paix, parce que le nombre de prédateurs diminue avec chaque degré de latitude. C'est bien ça? Oui, en fait, c'est même un risque de prédation qui est un concept un peu plus subtil que le nombre simplement de prédateurs, mais pour dire c'est une hypothèse qui avait été suggérée pendant plusieurs années, mais de tester et de démontrer cette hypothèse-là, c'était un défi logistique quand même considérable. Le fait de travailler donc dans le Grand Nord, dans des milieux extrêmement isolés, et nous avons travaillé sur un gradient de plus de 3000 km, donc de démontrer qu'il y avait un risque de moins en moins grand d'avoir les œufs subtilisés par des prédateurs au fur et à mesure qu'on se rapproche du pôle, et que cette diminution-là était vraiment considérable. Ouais. Et pour les oiseaux, ça peut faire une différence majeure, puisque les oiseaux ont une seule chance de reproduction durant l'été. Donc, le fait de voir les œufs arriver à terme, c'est vraiment un bénéfice considérable qui vient probablement contrebalancer la majeure partie des coûts associés à ces longues migrations. Voilà. Alors, pour démontrer l'hypothèse, vous avez dû transporter en Arctique 4 étés de suite. Écoutez, j'ai lu 1500 nids artificiels et 10 000 œufs de caille. Alors, en parlant de défis logistiques, c'était quelque chose, non? Oui, et peut-être un peu loufoque, surtout quand on se retrouve à passer les barrières de sécurité dans les aéroports, où on se retrouve dans les villages inuits avec nos caisses d'œufs de caille, donc les gens nous regardent avec des grands yeux. C'était évidemment aussi un problème d'essayer de conserver la majorité de nos œufs pour nos expériences. Évidemment, il y a toutes sortes de pertes en cours de route. Mais bref, c'était une technique qui nous a vraiment permis d'atteindre notre objectif et de tester l'hypothèse
que j'avais en tête depuis si longtemps. Oui. Et donc, nos résultats étaient vraiment très, très clairs. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont contribué à cette étude. Oui. Combien de personnes? Quelques dizaines d'étudiants et de chercheurs auprès de vous? Oui, au moins une quarantaine de personnes ont contribué à la récolte des données. Et c'était à travers un projet de collaboration avec plusieurs chercheurs qui travaillent à différentes stations dans l'Arctique canadien. Et c'était en grande partie grâce au financement qu'on a reçu dans le cadre de l'année polaire internationale. Voilà. Mm-hmm. Cela dit, vous continuez des recherches également sur non seulement les modèles migratoires des oiseaux, des limicoles dans votre cas, mais aussi sur les changements climatiques et leurs effets sur la diversité. Est-ce que ce type de recherche est forcément multidisciplinaire en 2012 ou est-ce que vous pourriez, comme biologiste, produire une recherche assez autonome et assez complète sur un des aspects seulement? Non, définitivement, c'est un défi multidisciplinaire. De plus en plus, en fait, on se rend bien compte que si on veut anticiper les conséquences des changements climatiques et des changements environnementaux en général, on doit comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Et donc, les interactions entre les espèces, comment ça peut se répercuter d'une espèce à l'autre de façon directe et indirecte. Et c'est maintenant le grand défi, je pense, pour les gens qui sont intéressés à la conservation des écosystèmes, de comprendre le fonctionnement. Et pour ça, évidemment, il faut travailler avec différentes expertises, différents experts. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans le Grand Nord en suivant les mêmes écosystèmes pendant plusieurs années, avec des gens qui se spécialisent sur différentes composantes de l'écosystème. Et ainsi, on espère comprendre le fonctionnement et mieux anticiper les effets des changements climatiques. Donc, c'est vraiment un grand défi pour les écologistes actuels, mais ça me fait évidemment vraiment plaisir de contribuer à ce grand défi. Mais avant tout, disons que mon travail, donc vous avez parlé de relations humaines, ça demeure au cœur de mon travail, c'est de former les jeunes chercheurs et former les experts de demain à travers, en leur offrant un environnement extrêmement dynamique et productif dans mon laboratoire. Donc, je mets beaucoup l'emphase sur le développement humain, finalement, les gens qui passent dans mon laboratoire, les étudiants, les collaborateurs, les assistants de recherche. Donc, j'essaie d'offrir le meilleur environnement possible pour qu'ensuite ces experts-là et ces futurs professionnels puissent contribuer à un développement durable du Grand Nord. Oui, en partie, effectivement. C'est en fait une belle histoire. Ah, voilà, ça recommençait. Non, je pense que 5 minutes, c'est assez de ce son. Alors, écoutez, c'était donc Joël Betty, qui est très confiant également, parce que d'après lui, les étudiants sont de mieux en mieux formés à cette recherche multidisciplinaire ou interdisciplinaire, les termes varient. Alors, il regrettait beaucoup de ne pas être ici avec nous aujourd'hui. Il vous salue, il remercie l'Assemblée des gouverneurs et salue en particulier la présidente, Madame Beauchamp. Alors voilà, j'enchaîne avec un prix différent dans sa nature. C'est un prix d'excellence, bien sûr, mais nous allons maintenant vers l'enseignement. Le prix d'excellence en enseignement, volet carrière. La récipiendaire du prix 2012 est une femme multiple, une artiste, à la fois créatrice et pédagogue, une tête chercheuse et une accoucheuse de talent. Martine Beaune, comédienne et metteur en scène, a signé plus de 50 mises en scène depuis 1990 et souvent de très grandes productions soulignées de plusieurs prix, dont Albertine en 5 ans de Michel Tremblay ou La Locondiera de Goldoni. Mais en 1986, déjà, elle arrivait à l'Université du Québec à Montréal pour y enseigner. Elle est professeure depuis 1994 à l'École supérieure de théâtre, une école qui a beaucoup évolué depuis son arrivée. Madame Beaune, s'il vous plaît, je vous invite à me joindre. Voilà, félicitations à vous, tout d'abord. Merci. Vraiment, c'est un plaisir. Alors, rappelez-nous un petit peu, non pas comment on enseignait le théâtre en 1986, quand vous êtes arrivé à l'UQAM, mais surtout ce qu'on a fait à partir de 1994. Et vous étiez là pour faire de ce programme, donc de l'École nationale, de l'École de théâtre, pardon, de l'École supérieure de théâtre, une école de théâtre très différente du Conservatoire ou de l'École nationale. Oui, donc quand je suis arrivée en 86, d'ailleurs, faut le dire, nous étions dans les locaux au Palais du Commerce. Oh là, ça commence On bien. avait peu de salles de cours. Le Palais du Commerce qui a été démoli pour construire la grande bibliothèque. Exactement. Bien ça, oui. Et après ça, on a déménagé sur la rue Saint-Timothée. Et finalement, maintenant, on est au pavillon Judith Jasmin avec des beaux locaux. On a dû se battre plusieurs années pour avoir des locaux adéquats pour donner notre formation.
C'est-à-dire qu'au début, bon, c'était une formation un peu plus éclatée, mais moi, quand je suis arrivée en 94 avec Larry Tremblay et Alain Fournier, mes collègues en jeu, on a fait une réforme de programme pour avoir le même nombre d'heures de cours techniques, autant pour la pose de voix, les techniques du corps, l'interprétation, que les autres écoles de théâtre, mais tout en gardant le lien théorie-pratique, Oui. parce que c'est quand même une spécificité de l'UQAM, et aussi d'amener les étudiants en jeu, particulièrement, à être des interprètes créateurs. Oui. C'est-à-dire que, en sortant de l'école, ils soient capables de faire leur projet, d'avoir une vision autonome, une vision artistique personnelle, donc d'être capables de partir leur projet, de former des jeunes compagnies. Alors, ça a pris quelques années avant de mettre ça sur pied, mais c'est maintenant, on voit le résultat. Et, pardon. Et à l'École supérieure de théâtre, il y a 4 profils, ce qui est différent des autres écoles. Il y a jeu, scénographie, études théâtrales et enseignement. Donc, on essaie qu'il y ait une harmonisation entre ces différents profils. Voilà. Vous-même, vous enseignez en jeu et mise en scène, mais en vous servant beaucoup de votre propre formation, en utilisant vos intérêts, j'allais dire, et parmi ceux-là, le théâtre japonais. Alors, comment intégrez-vous tout ce que vous faites, tout ce que vous avez appris comme artiste dans l'enseignement que vous en donnez? Est-ce que c'est aussi plus facile de le faire à l'UQAM que peut-être dans d'autres contextes? Oui, parce que les contenus de cours le permettaient. Si j'avais enseigné dans d'autres écoles, mais j'aurais aimé ça aussi. Mais je me suis aperçue avec les années que l'UQAM a été pour moi un lieu très riche pour ça, parce que les contenus de cours me permettaient de lier ma pratique à l'enseignement. De personnaliser De votre personnaliser. enseignement. Moi, j'ai étudié 4 ans au Japon, donc avec des grands maîtres, autant au niveau du théâtre no, du kabuki que de la danse buto. Donc, j'ai pu faire un entraînement pour acteurs d'ici, à partir de ces techniques-là, et délié à ma formation, à mon enseignement en jeu. Je me suis rendu compte aussi que toutes ces techniques d'entraînement-là étaient très liées à la dramaturgie tragique, Oui. qu'elle soit classique ou contemporaine. Donc, pour permettre à l'acteur de trouver l'état tragique, on pourrait dire même psychique plus que psychologique. Oui. Parce que dans les différentes écoles de théâtre en jeu, on apprend plus le cheminement psychologique du personnage. Mais il y a d'autres types de dramaturgie, il y a d'autres cheminements. Voilà. Et vous avez vraiment misé, vous avez vraiment exploité ces filons différents, sans jamais renoncer, bien sûr, à être comédienne et metteur en scène. Donc, Non, pour vous moi, avez c'est énormément. important. Pour vous, c'est important de combiner, de continuer d'articuler les deux? Ben pour moi, je pense que il faut que la formation, l'enseignement soit dans l'actualité. Donc, d'être au courant de tout ce qui se fait, moi-même de pratiquer et de pouvoir continuer à faire les mises en scène parce que on apprend constamment. Oui. Donc, mon enseignement aussi évolue avec ma pratique. Oui. J'ai fait des mises en scène de théâtre classique, des mises en scène en dramaturgie contemporaine, étrangère, québécoise. Donc, pour moi, chaque fois, de travailler un auteur, d'approfondir une œuvre, j'apprends beaucoup et après, c'est plus facile pour moi aussi Oui. de la transmettre. Mais en quoi ça se compare diriger des comédiens ou enseigner à des étudiants? Ben, c'est-à-dire, diriger des comédiens, on travaille en collaboration. C'est sûr que le metteur en scène a toujours une vision d'une œuvre, a aussi des choses qu'il veut exprimer à travers son travail. Et l'acteur et les concepteurs avec qui il travaille enrichissent cette démarche-là. Quand on travaille avec des étudiants aussi, il faut animer leur point de vue créateur, mais il y a quand même des bases au niveau de la transmission, au niveau du corps, au niveau de la voix, au niveau de l'intelligence du texte, de connaître les œuvres, d'avoir une formation aussi, une culture générale. Oui. Vous ne servez pas tout à fait le même maître. Dans le cas du texte, la mise en scène, c'est le texte Oui. qui importe. C'est ça. C'est ça. Alors que vous devez, comme enseignante, j'imagine, Ben là, aider c'est- l'étudiant à développer au maximum Oui, son à- potentiel créatif. Oui, et à comprendre Oui. une œuvre aussi. Oui. Être capable de la lire. Oui. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est pas facile. Non, je ne saurais même pas, sincèrement. Alors, vous êtes toujours comédienne. Est-ce que l'enseignement a ajouté quelque chose à votre expérience de comédienne et de metteur en scène? Oui, parce qu'on apprend aussi beaucoup des jeunes. Ils Oui. nous posent des questions qu'on pense qui sont des fois
Comme le grand-père de Joël Betty. Oui, des là. questions. On n'a pas toujours les réponses. Oui, mais de départ, t'as Ouais. ah oui, c'est vrai. Donc, il faut toujours repartir au début. Et là, on voit tout le chemin qu'on a fait. Et en même temps, les étudiants, bon, sont dans leur temps. Et ça nous confronte. On doit aussi s'intéresser à leur vision. Ils ont une notion du temps qui est complètement différente de la nôtre. Maintenant, Et la est-ce que dramaturgie ceux- change Est-ce que aussi. ceux de 2012 ressemblent beaucoup à ceux de 1986? Non, non, ils sont complètement différents. Ah oui? Oui, oui. Ben, c'est-à-dire, c'est toujours des jeunes qui ont une passion, mais Ouais. la façon de Les voir mêmes émois, la les vie mêmes ou sentiments, mais- leur vision du monde est différente. Leur culture aussi, j'imagine, Oui. beaucoup plus Oui. technologique. Ben, c'est qu'ils fonctionnent plus par image, par fragment, Ouais. que dans une continuité. Donc, ça vous force aussi à adapter un peu votre enseignement, ben, non? tout à fait, oui. Ouais, ouais. Ouais. Écoutez, en même temps, je terminerai là-dessus. Vous avez senti le besoin de réfléchir sur votre pratique. Vous avez publié 2 essais, le dernier récemment au printemps, écrit avec la comédienne Sylvie Drapeau, s'intitule « Voir de l'intérieur ». Pourquoi ce besoin aussi de la théorie, Ben, d'arriver à... J'avais besoin de mettre des mots sur ma pratique. En étant à l'université, il y a beaucoup de théoriciens aussi. Ouais. Ils regardent toujours le spectacle une fois fini. Et des fois, ils arrivent à des conclusions intéressantes, mais des fois, certaines me semblent un peu farfelues. Alors, je me suis dit, peut-être que si j'écrivais sur tout le processus, peut-être que aussi on pourrait échanger l'un l'autre, parce que c'est rare qu'on voit une production de l'intérieur et voir tous les questionnements qui se font, tous les enjeux, tous les questionnements intellectuels, artistiques, mais aussi la logistique de tout ça. Ouais, ouais. Donc, pour moi, c'était important de témoigner de cela. Voilà. Mm. Et pour finir, est-ce qu'on devrait donner à l'art plus de place dans le parcours éducatif des Québécois? Des Ben, jeunes? moi, je crois que oui, c'est important Bon, parce ok, que... c'est une question un peu biaisée, là. Évidemment, vous n'alliez pas répondre non. Mais pourquoi ça m'intéresse? Parce que l'art touche à toutes les dimensions, au niveau de l'histoire, au niveau de la philosophie, au niveau politique, sociologique. Donc, on peut pas faire une pratique artistique sans s'enrichir de toutes ces données-là. Oui. Mais est-ce qu'on peut devenir un citoyen responsable et informé et intéressant si on n'a pas la moindre connaissance de la culture? Je pense que la culture, c'est la base. Oui. Au niveau identitaire, mais aussi, ça nous apprend à vivre ensemble et à voir aussi du fabuleux. Oui. À Et pouvoir rêver. À bien exercer sa démocratie aussi. Oui, peut-être. tout à Son fait. exercice démocratique. Oui. Merci beaucoup, Martine Beau. Merci. Merci infiniment. Félicitations encore une fois. Alors, c'est le moment de recevoir les 3 récipiendaires des prix d'excellence en gestion. Alors, Monsieur Roy vous le disait, exceptionnellement, cette année, 2 prix sont attribués à des gestionnaires dont la carrière se révèle particulièrement riche. Pourquoi pas? Tant mieux. D'abord, vous allez me permettre de lire l'extrait d'une lettre de recommandation incluse dans le dossier de candidature de la première personne honorée ce soir. Et je cite, désolée de revenir là-dessus, mais c'est important. Vous conviendrez avec moi que la situation financière de l'UQAM depuis 4 ans a été pour le moins difficile. Si l'UQAM a réussi à regagner la crédibilité qu'elle avait perdue, elle le doit notamment à la contribution exceptionnelle de Joanne Brouillette. Fermez la citation. Et cette lettre est signée Isabelle Hudon, présidente du conseil d'administration de l'UQAM. Madame Brouillette est directrice des services financiers de l'Université du Québec à Montréal depuis 2005, mais en fait, l'UQAM est sa 2e famille, assez exigeante famille d'ailleurs, depuis 30 ans. Madame Brouillette, s'il vous plaît, je vous invite à venir me joindre. Voilà, bonjour, félicitations à vous également. Alors écoutez, toute cette saga de l'îlot voyageur, c'était une crise dans la famille, une crise majeure. Comment l'avez-vous vécu professionnellement, mais aussi personnellement? Bien, écoutez, moi, effectivement, j'ai été nommée en 2005. On livrait le complexe des sciences à l'automne 2005. Les personnels ont déménagé. J'ai réalisé après coup qu'il y avait des coûts supplémentaires qui avaient été, des coûts importants, plus élevés, et débutait le processus de l'îlot voyageur pour lesquels il y avait peu d'informations financières de disponibles.
mais c'est au printemps 2006 que j'ai réalisé l'ampleur de la situation. Mais il est arrivé une très, très bonne chose à l'UQAM. Le 29 ou le 30 mai 2006, Monique Goyette a été embauchée à titre de vice-rectrice aux affaires financières et administratives. Et c'est à partir de ce moment-là que le travail de concertation a eu lieu entre elle et moi. Je l'ai avisée tranquillement de la situation de l'UQAM, précaire. Elle a pris son rôle de façon très, très, je dirais, exceptionnelle. Et avec elle, on a retourné toutes les pierres, on a élaboré des scénarios financiers, on est allé au MES, on est allé au ministère des Finances, on a avisé la haute direction de la situation. C'était très difficile. Je vous dirais que ça a été 3 années très éprouvantes. Madame Goyette était donc votre complice, votre elle alliée était ma dans ce complice redressement et financier. Tout à fait. Oui. Elle était d'une rigueur exceptionnelle. J'ai rarement vu dans ma vie une personne aussi compétente. Et elle a le volet stratégique politique très Et élaboré. je vous arrête, c'est vous qu'on veut honorer. Mais sans elle, Madame Goyette serait contente de vous entendre. Oui, Elle est mais peut-être je ici. vous dirais que c'est grâce à elle. Oui. Moi, je confirme que M. Corbeau également, Mme Hudon, tout à fait. Mais oui, on a travaillé très fort. À un moment donné, il y avait 10 personnes du bureau du vérificateur général pendant une année. 5 bureaux de comptables qui se sont succédés, parfois en même temps. Les firmes de notation qui appelaient à toutes les semaines, les banquiers. C'était c'était très demandant. Le jour, je ne faisais que répondre Et la nuit, aux est-ce que questions. vous arriviez à dormir? Je travaillais la nuit. Oui. Non, je ne dormais pas. Pendant quelques années, je réglais les problèmes la nuit. Je me levais le lendemain matin parce qu'à un moment donné, il faut faire un plan de retour à l'équilibre, crédible, fiable, rigoureux. Et j'avais cette responsabilité-là, donc, de colliger toute l'information financière de la part de plusieurs cadres dans l'université. J'ai travaillé pendant 1 an sur ce... Vous n'êtes pas tombé malade? Oui, je suis tombée malade, oui. J'ai été malade à quelques reprises pour des courtes périodes. Quand on est fatigué, notre système immunitaire est faible. Mais j'ai jamais baissé les bras. Je suis revenue rapidement, j'essayais de revenir rapidement et on est arrivé avec un plan crédible. Pricewaterhouse a confirmé que tout était... Est-ce que cette affaire a révélé, c'est peut-être que beaucoup d'universités ont des petites failles dans leur système comptable? En tout cas, ça a donné des paramètres ou des normes comptables beaucoup plus claires pour toutes les universités. En fait, ce ne sont pas des failles, c'est que les états financiers des universités sont des états financiers qui n'existent pas nulle part ailleurs. On appelle ça de la comptabilité par fonds, mais différent de ce qui se passe dans les municipalités. Et ça ne permettait pas pour un lecteur de comprendre les tenants et aboutissants. Quand le Renaud Lachance est arrivé chez nous, il a pris connaissance. Le vérificateur, bien sûr. Le vérificateur général, il a réalisé que ça n'aidait pas les universités, ça n'aidait pas les conseils d'administration. Et ce faisant, il a modifié. Maintenant, nous sommes PCGR, avec toute l'information disponible, les principes comptables généralement reconnus. Voilà. Nous sommes dans le périmètre comptable, Mme Beauchamp l'a dit tantôt, donc c'est beaucoup, il y a eu un resserrement des règles de gouvernance, de nouvelles lois qui permet de dire aujourd'hui, et moi je suis convaincue qu'il n'y a pas de gras dans les universités. En tout cas, je peux vous garantir qu'à l'UQAM, toutes les pierres ont été retournées et on fait beaucoup avec fort peu de moyens financiers. Mais qu'est-ce que, justement, Mme Beauchamp, un peu plus tôt dans son discours d'ouverture, disait que, oui, il y aurait une augmentation des pressions financières sur les universités. Comment voyez-vous l'avenir financier de l'UQAM ou enfin du réseau? C'est difficile, là, mais c'est sûr que le gouvernement investit près de 3 milliards par année dans le réseau universitaire. Quelques centaines de millions sont encore manquants pour être à la hauteur d'un niveau plus acceptable. Mais c'est sûr, le prochain gouvernement provincial, il faut voir avec le fédéral aussi, les organismes subventionnaires, les entreprises privées. C'est un travail collectif, mais la société québécoise fait beaucoup. J'ai confiance. Tout ce qui reste à penser ou à présumer que les étudiants, les professeurs, nos dirigeants, le MELS,
pourra arriver à une solution concertée là, pour trouver des façons de réinvestir, aller chercher les meilleurs professeurs, chercheurs en création, tout ça. Payer des meilleurs salaires. Je suis convaincue que c'est un... Autant que dans les universités anglophones? Les salaires des universités anglophones sont supérieurs, je peux vous le dire. Oui, c'est ça. Oui. Alors, écoutez, vous êtes sorti des hautes études, HEC de Montréal. Hautes études commerciales. En 1975, peu de femmes à ce moment-là étaient comptables agréées. Hein? Moi, j'ai travaillé 6 ans dans un bureau de comptable. J'aurais pu faire ma carrière là, mais j'ai eu une opportunité. Mais je pensais à ça cette semaine sur une 50aine de jeunes comptables, stagiaires que j'ai côtoyés pendant mes 6 années. Je n'en ai recensé que 2 femmes pendant les 6 ans que j'ai été. Avant d'arriver à l'UQAM. Avant d'arriver à l'UQAM, ça a mais est-ce que vous changé. trouvez ça un peu ironique? Oui, ça a changé, pas uniquement en comptabilité, mais que maintenant les universités soient parfois remplies de plus de 50% de femmes. Ben, je trouve ça tout à fait louable, légitime. Moi, je suis pour augmenter encore le nombre de femmes au travail. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais il faut leur donner les moyens d'avoir une vie personnelle, une vie professionnelle, les moyens financiers. C'est très important pour moi. Voilà. Dans quelque temps, vous allez prendre votre retraite et vous consacrer au dossier petit-fils. Oui. C'est ça? Peut-être d'autres à venir. J'ai un petit-fils de 5 mois et je vous dirais que tout ce qui compte pour nous pour l'instant, c'est le bonheur de notre petit-fils, mon conjoint. Votre conjoint qui vous a soutenu pendant toutes ces années. Pendant les 30 ans, oui. Surtout dans les dernières années, ça a été difficile. Ben, merci, félicitations encore et merci d'avoir aidé. Merci. Le 2e prix d'excellence en gestion, volet carrière, va à un homme qui a su gérer non pas une crise financière majeure, mais une série de crises de développement de son université. Il est venu d'abord de l'enseignement, puisque ce physicien a d'abord enseigné l'informatique à partir de 1985 à l'Université du Québec en Outaouais, à l'époque l'Université du Québec à Hull. En 95, il était nommé doyen des études et de la recherche, et puis en 98, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Denis Dubé est, nous dit-on, un homme orchestre, ouvert, curieux, créatif, profondément engagé autant des organismes de l'Outaouais que de la grande communauté universitaire québécoise. Alors, beaucoup d'éloges, M. Dubé. Je vous invite, il me semble que vous êtes un peu jeune pour recevoir un prix de carrière. La jeune cinquantaine, je vous en prie. Madame. Oui, voilà. Peut-être que vos yeux vous font défaut parce qu'il y a un peu de gris dans mes cheveux, voyez-vous. Moins que moi, bien sûr. C'est quand même impressionnant d'être assis. C'est assez impressionnant d'être assis devant ses pairs comme ça. Alors, vos premiers défis de gestionnaire, vous les avez relevés en 95 à votre arrivée au décanat. À l'époque, la situation de l'université était assez problématique. Racontez-nous un petit peu. Oui, l'université avait traversé une crise financière. Pour revenir sur le thème, pendant quelques années, des coupures de ressources et tout ça avait affecté le moral des troupes. Il y avait, je dirais, une certaine morosité qui s'était installée à l'UQAM à l'époque et il fallait travailler très fort avec les gens, avec les professeurs. Les gestionnaires également. Avec les gestionnaires également, pour redonner foi à l'institution, pour redonner foi à son avenir. Alors, on a mis l'épaule à la roue et on a recréé un momentum pour sortir de cette sorte de torpeur là, qui minait l'université de son fond au plus profond de ses entrailles. Oui, oui. 3 ans plus tard, on vous propose d'aller au rectorat, au vice-rectorat, pardon. Ça, c'est un recteur avec des vices. Oui. Au moins un. Vous n'avez pas hésité trop longtemps? Quand même. J'ai hésité quand même pas mal longtemps parce que le travail de doyen est un travail extrêmement stimulant dans un environnement comme celui de l'Université du Québec. On est vraiment là où ça se passe avec les gens qui sont aux premières loges de la gestion des études. Mais bon, le défi additionnel qu'on me proposait avec le poste de vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ouvrait d'autres horizons. Et effectivement, donc, à partir de 98 jusqu'à maintenant, donc, ça fait de moi l'un des plus anciens, sinon le plus ancien vice-recteur. Oui. Et avec est à vérifier d'ailleurs dans Guinness pour voir s'il n'y aurait pas quelque part un record un record inscrit, de longévité au vice-rectorat. Bon, cela dit, il paraît que vous avez une conception de la gestion un peu particulière, une conception double, étudiant, professeur. Expliquez-nous un peu. C'est-à-dire que j'aime à penser, parce que moi, vous savez, je suis pas quelqu'un de gestion, j'ai un doctorat en physique, j'ai un imposteur
universitaire de la gestion, comme certains d'entre vous d'ailleurs, j'imagine. Mais j'ai appris au fil des ans que deux comportements m'étaient particulièrement utiles en gestion. Le comportement du professeur qui consiste à expliquer ses positions, expliquer ses décisions, prendre le temps de bien exposer les faits, bien exposer le raisonnement et permettre à nos interlocuteurs de comprendre là où on est passé pour arriver à l'endroit où on veut aller. Mais le comportement qui m'est apparu le plus utile au fil des années, c'est plutôt celui de l'étudiant. Celui qui cherche à comprendre le raisonnement que l'autre personne a devant nous, de comprendre pourquoi il voit la situation différemment que je la vois, de prendre le temps d'écouter ses explications. Donc, la capacité d'écoute. La capacité d'écoute, et vous savez, le milieu universitaire, c'est d'abord et avant tout un milieu de professeurs. Ce sont des gens qui sont habitués d'expliquer leur point de vue. Et lorsqu'on s'assoit dans une perspective étudiante, quand on s'installe avec l'humilité d'un étudiant pour comprendre ce que notre interlocuteur nous dit, déjà on a gagné une grande partie de son respect, une grande partie de sa capacité à adhérer à la décision qu'on va prendre, même lorsque cette décision-là ne sera pas celle qu'il aurait aimé qu'on prenne. Oui. Voilà. Et parce que vous n'avez pas hésité à brasser la cage, à partir de 98, même avant peut-être, et je pense entre autres à une initiative que vous avez prise, vous avez modifié le processus de répartition des professeurs pour renforcer la recherche, pour vraiment renforcer la place de la recherche et la complémentarité enseignement-recherche. Ouais, ben, dans notre université, il y avait des secteurs où la culture de recherche était mal établie, où il y avait un retard qui avait été pris au fil des ans à développer la recherche. L'université est encore jeune, était encore plus jeune en 98. Donc, certains secteurs, dans les domaines de la gestion en particulier, avaient pris un certain retard de développement et se plaisaient à dire que leur fonction d'enseignement était bien développée, qu'ils étaient des sortes de vaches à lait de l'université et tout ça. Et donc, on a introduit des concepts de répartition de ressources par département qui tenaient compte d'indicateurs clairs, précis, non discutables sur l'activité de recherche, son financement et sa production. Et depuis 98, ces indicateurs-là ont été compris comme très clairement comme des incitatifs au développement et on est très fiers de voir les progrès accomplis dans tous les secteurs où la fonction recherche a pu effectivement se développer. C'est des indicateurs très, très simples, mais qu'on compile année après année, que les directeurs acceptent de partager avec moi et ça nous permet de faire avancer l'université de façon considérable. Voilà. Vous avez insisté pour amener les nouvelles technologies également, autant en gestion qu'en enseignement et en recherche. Vous avez présidé à la création de plusieurs chaires de recherche. On voyait un peu plus tôt dans la rétrospective, au début de la cérémonie, Frédéric Doyon, ce chercheur qui nous expliquait le mandat un peu de l'ISFOR, l'Institut des sciences de la forêt feuillue tempérée, lancé en 2012, parce que là, vous allez du côté des sciences naturelles et on sent que vous voulez offrir le plus de programmes possible. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas le plus de programmes possible. L'université s'est dotée d'une vision de son développement qui est claire, qui est cohérente, qui est arrimée avec les besoins de sa région. Oui. On a établi ça dans un plan stratégique. On a identifié un horizon en 2014 pour des cibles de développement et un autre horizon en 2021 pour une planification à plus long terme. Ça s'est fait de concert avec les partenaires du milieu. Oui. Et pour notre université, le grand défi, c'est d'occuper des territoires disciplinaires où on est totalement absent. Oui. Les sciences naturelles représentent un défi colossal dans notre université où nous n'offrons aucun programme présentement en sciences naturelles. Les seuls programmes de sciences exactes que nous offrons, c'est dans le domaine de l'informatique. Oui. Alors, comment démarrer des secteurs à zéro? Oui. Les universités, du réseau de l'Université du Québec sont nées dans la fin des années 60 avec des patrimoines déjà existants dans certains écoles. L'UQACH, en 1981, est né à partir de très peu de choses et nous devons construire vraiment dans un champ qui est totalement vierge. L'ISFOR est une stratégie de développement qui est inversée où, par la recherche, nous permettons l'arrivée de chercheurs qui vont nous aider à créer une formation supérieure par les programmes de maîtrise et de doctorat qui nous mèneront par la suite à vous avez supervisé la naissance d'autres programmes. Je lisais dans la longue liste cyberpsychologie, formation en bande dessinée, des laboratoires de simulation qui peuvent servir en socio, en psycho ou même en philosophie. Il y a toutes sortes de choses un peu étonnantes à première vue. On se dit, waouh, il y a de l'imagination, en tout cas, dans tout ça. En fait, il y a beaucoup d'audace ou de l'ambition. Il y a vraiment beaucoup d'imagination dans une université. Lorsque vous rassemblez l'imagination de tous ces professeurs qui sont là et que vous êtes capable d'accepter l'ouverture à des idées nouvelles, comme la bande dessinée, par exemple, lorsque les professeurs sont venus me voir avec cette idée-là, vers la fin des années 90, ils étaient un petit peu gênés, ils savaient pas trop à quoi s'attendre, et on dit on va y aller le voir. Vous avez écouté d'abord?
Eh oui, donc on prend le temps d'écouter, on prend le temps de dire, comment dire, de créer des défis, de voir si ça résiste à des questionnements d'ordre disciplinaire. Est-ce qu'il y a un fondement à cela qui permet de voir une place à une formation en bande dessinée en milieu universitaire, sans avoir aucune prétention artistique de ma part, mais ça n'empêche que il fallait voir si ces gens-là avaient au-delà d'une idée de petit bonhomme, s'il y avait un contenu derrière tout ça. Et rapidement, on en est venu effectivement à voir qu'il y avait tout là un potentiel. Et l'UQO, effectivement, était le premier établissement encore aujourd'hui à offrir une formation universitaire qui qualifie les auteurs de bande dessinée. Qui est la seule université à le faire? Encore aujourd'hui, oui, la seule. Et entre-temps, l'UFO s'est déployé aussi à Saint-Jérôme, où il y a un autre campus qui prend beaucoup d'expansion. C'est un grand défi, le campus de Saint-Jérôme de l'UQO. D'abord, il faut savoir que l'UQO est active dans les Laurentides depuis pratiquement sa naissance, depuis plus de 25 ans. La formation infirmière a été l'ingrédient démarreur qui a enclenché tout cela. Au Québec, les formations d'infirmières au niveau du gouvernement, on a orienté les choses pour que ce soit la forme d'un DEC suivi d'une formation universitaire baccalauréat et imposer aux universités de travailler en consortium avec des collèges, des cégeps. Mais là aussi, est-ce que c'est la communauté qui vous demandait de donner un accès à des étudiants dans la région immédiate à des études universitaires? Oui, parce que notre consortium était formé du cégep de Saint-Jérôme, du collège Montmorency à Laval, et donc les gens de la région, des Basses-Laurentides, ont mis énormément de pression sur l'Université du Québec en Outaouais pour que la formation universitaire soit offerte sur place. Et rapidement, on a découvert un extraordinaire potentiel de développement. On a mis en place, évidemment, la formation infirmière, mais ça n'a pas pris très longtemps pour qu'on cogne à notre porte et qu'on dise il faut élargir l'offre. Et aujourd'hui, donc, les problèmes que nous avons, c'est de contrôler l'accès en mettant des contingents parce qu'on ne suffit pas à la demande. On a souvent 3 fois plus de demandes pour le nombre de places qu'on est capable d'offrir aux étudiants à Saint-Jérôme. Dernier fait d'armes à souligner, je vais en dire 2 mots quand même, c'est que le grand défi de, non pas l'UFO, mais l'UQO, c'est bien d'être situé à Gatineau, au fond, et d'être en compétition directe avec les 3 universités d'Ottawa. Et ça vous a amené à adopter une politique linguistique pour résister aux tentatives de bilinguisme, si je comprends bien. Une décision difficile à prendre pour un gestionnaire, j'imagine. Ouais. D'abord, vivre à Gatineau, parce que la demande était là. Être à l'UQO et être à Gatineau dans un contexte frontalier, c'est un contexte frontalier où il y a une compétition d'autres universités en territoire ontarien, mais une réalité qui est plus complexe que ça parce que vous avez 2 systèmes d'éducation différents. Le système collégial, évidemment, n'existe pas en Ontario, donc le passage au monde universitaire se fait directement après le secondaire. Ce qui veut dire que les jeunes ontariens qui finissent les études qui précèdent le niveau universitaire ne sont pas admissibles à l'UQO, alors que les élèves québécois qui finissent évidemment les études collégiales ou même avant même de finir les études collégiales peuvent intégrer le réseau ontarien. Qui est à payer des droits de scolarité plus élevés. Il semble que oui. Et donc, dans ce mouvement-là, on l'observe année après année, ce qui fait il y a énormément de conséquences à cela. Vous avez parlé du défi de la frontière en lien avec des orientations linguistiques. Le fait que les établissements universitaires aient eu à se donner des politiques linguistiques, ça nous a été forcé, ça, au courant des années 2000, mais c'était un passage nécessaire et utile pour l'UQO de bien camper ses orientations. Ce fut un débat extrêmement difficile, très émotif, déchirant pour notre université, qui avait déjà accepté d'offrir des programmes en langue anglaise sur son campus depuis quelques années. Et qui est revenu, en fait, pour affirmer le caractère francophone de l'institution. Oui, on a fait... Pour terminer, je m'excuse, M. Dubé, écoutez, il faut aller vers la dernière entrevue bientôt. Je parle pas beaucoup, d'habitude. Non, c'est ça. Mais donc des décisions controversées, des rôles difficiles, et encore au printemps, si je comprends bien, vous avez joué le rôle de médiateur entre la direction de l'université et les étudiants. Là aussi, votre sens de l'écoute a été utile, je présume? Oui, bien évidemment, on a traversé comme d'autres une tempête dont on espérerait qu'elle soit terminée, mais malheureusement, je pense que les faits ne vont pas dans cette direction. Effectivement, on a gardé des canaux de communication ouverts avec tous nos étudiants, quelles que soient leurs orientations. Vous savez, on a des étudiants qui ont défendu des points de vue auxquels ils croyaient profondément. À l'UQO, les étudiants les plus militants dans le mouvement étudiant, ce sont des étudiants en sciences de l'éducation, en sciences sociales. Beaucoup des étudiantes, je dirais, parce que dans ces secteurs-là, ce sont principalement des filles. Ce pas des personnes qui voulaient défoncer des murs, qui voulaient agresser des personnes ou quoi que ce soit. C'est des gens qui parlaient avec leur cœur, avec leurs convictions de la jeunesse. Et je pense qu'il fallait garder une écoute auprès de ces gens-là.
C'est effectivement un rôle que je me suis donné, de garder un canal de communication, une écoute attentive, de comprendre leur Et vous point allez de vue continuer dans le même sens? et de continuer à expliquer aussi la position que la direction emploie. Hein. Ouais. Et donc, c'est Alors effectivement c'est écoutez, nécessaire. on sait que l'histoire n'est pas terminée, la vôtre non plus comme gestionnaire. Bonne chance, Monsieur Dubé, pour la suite. Ça achève. Ça achève. Ah, Ben, j'ai peut-être des CV que je pourrais distribuer. tiens. Pourtant, vous avez l'air bien heureux à Luco. Oui, ben, je suis un peu Monsieur Hugo. Ah bon, c'est bon, parfait. Alors, vous avez ça tatoué sur le cœur, cette Oui, université. tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Madame. Merci. Merci tout le monde. Et nous arrivons au dernier prix de l'édition 2012. Là aussi, le prix va à un gestionnaire exceptionnel, mais pour une réalisation en particulier. Fidèle à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue depuis plus de 34 ans, d'abord technicien en informatique, puis analyste, formateur, chargé de cours, il dirige depuis 2000 le service des technologies de l'information de l'UQAT. Michel Gosselin est de la race des bâtisseurs, écrivent ses nombreux supporters. C'est sans doute pour cela qu'il a voulu doter sa région d'origine d'un vaste réseau de télécommunications par fibre optique à très haute performance. Il ne l'a pas fait seul, évidemment, mais c'est beaucoup grâce à lui que 1500 kilomètres de fibre optique relient désormais plus de 300 édifices publics d'Abitibi-Témiscamingue, dont tous les bâtiments de l'UQAT, évidemment, mais aussi 62 municipalités, toutes les écoles, bibliothèques et organismes régionaux, sans oublier les 7 communautés autochtones. Alors, Monsieur Gosselin, je vais vous inviter à vous approcher. Voilà. Alors, bonjour à vous, félicitations. Félicitations pour ce prix d'excellence comme gestionnaire et innovateur. Alors, d'abord, question un peu évidente, pourquoi l'Abitibi-Témiscamingue avait-elle absolument besoin de ce réseau de communication que vous avez lancé avec d'autres en 97, mais qui est en opération réelle depuis 2007? Pourquoi l'Abitibi-Témiscamingue Oui. avait besoin, effectivement? Je vais vous demander parfait, non, ça devrait aller. j'ai le micro, Ah, vous avez le micro, censé. c'est vrai que je voyais même pas. Bon, parfait, c'est très discret, allez-y. Technologiquement oblige. Technologique. Technologie oblige, on est bien Franchement, ça aurait équipé. été un peu gênant, d'accord. Alors, quand on se remet en 80, en Oui. fait, le point initial, c'est probablement l'organisation du salon Internet qu'on a fait en 1997. Oui. Et où on avait les balbutiements un peu de l'arrivée d'Internet et de l'économie numérique, qu'on pourrait dire. C'était très récent à l'époque, hein? C'était Ça avait comme 2 ans, très à peu récent. près. Et on avait eu le mandat au niveau de la conférence, en fait le CRDAP dans le temps, d'organiser un salon pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le nouveau réseau numérique, est-ce que les gens commençaient à apprendre de Internet. Oui. Parce que pour le CRD, le Conseil régional de développement à l'époque, il y avait déjà un besoin des entreprises, entre autres, Ben, j'imagine, c'est ça. non? Fait qu'au départ, il fallait lui montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire Parce avec que vous aviez déjà une avec ça. expertise à l'UQAT. Et on avait déjà une expertise à l'UQAT. On était bien sûr les premiers à l'UQAT à avoir un accès Internet en région. Et suite à ce salon-là, ben, les acteurs économiques, les élus municipaux se sont un peu mis ensemble pour dire, bon, c'est le fun, qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet, mais comment on va se brancher? Alors, Oui. c'est là qu'il y a eu tout le développement là, et les acteurs qui se sont mis ensemble pour faire la concertation régionale. Et bien sûr, regarder l'UQAT en disant, bon, c'est le fun, on va avoir un réseau et qui va nous aider à mettre ça en place techniquement parlant. Et bien sûr, l'UQAT était toujours un acteur intéressant pour le développement de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est vous qui avez eu ce rôle-là de conseiller, de motivateur très souvent, parce que vous le dites, beaucoup de partenaires, un défi de partenariat, c'était même une première au Canada que dans une région où tant de gens se concertent autour d'un programme, d'un projet de télécommunication. Comment vous avez convaincu les gens d'adhérer? C'était un travail de longue haleine, hein, avec Ouais. beaucoup de réunions, avec les différents paliers de gouvernement. Et quand la CRI organisait des réunions, c'est sûr que l'UQAT était toujours sur en premier plan pour venir expliquer qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. C'est sûr que quand on recule de 15 ans, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient une vision de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec Oui. un réseau IP, de faire des vidéoconférences, de faire l'ensemble de ce qu'on connaît aujourd'hui. Entre autres, chez les élus, j'imagine, chez les maires, chez les députés, est-ce que vous sentiez quand même Ah oui, un accueil on a intéressant? une anecdote intéressante de notre député du temps qui disait « Ah, ça, j'ai entendu parler du réseau large bande, je pensais que c'était un nouveau regroupement autochtone. » Alors, elle est bonne. on avait quand même beaucoup de travail
travail à faire. à convaincre les différents paliers, surtout les élus municipaux, à leur faire comprendre quel était leur intérêt d'embarquer là-dedans. Parce que c'est un travail de concertation quand même très de longue haleine. Et en impliquant les Autochtones, justement. Oui, effectivement. Oui. On a les communautés autochtones. Parce que pour vous donner un exemple, normalement, on pensait, c'est à peu près 10 000 du kilomètre, faire un réseau large bande comme ça, fibre optique. Nous, dans le temps, on avait la forêt d'enseignement-recherche du lac du Parquet, à peu près 100 km. Donc, pour l'UQAT, brancher nos chercheurs à haute vitesse, c'est une question d'1 million. Oui. Alors, ce projet-là était extrêmement important pour l'UQAT et tout le développement de l'économie numérique, l'enseignement à distance et la répartition de nos bâtisses, de nos édifices partout sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'était quelque chose qui tenait l'UQAT à cœur, bien sûr. Ben oui, donc l'université voyait les avantages, autant que les entreprises régionales, pour des raisons de développement économique, on le comprend, de liaison, parce que les distances pouvaient s'abolir un peu mieux comme ça. Mais concrètement, donc, 5 ans après la mise en place du réseau, qu'est-ce que ça a changé dans les conditions, je dirais, de travail, autant des professeurs que des chercheurs et même des étudiants de l'UQAT? Mais pour l'UQAT, un étudiant, un professeur, un personnel administratif, il peut se promener dans tous les bâtisses de l'UQAT sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, que ce soit maintenant sur le sans-fil, et d'avoir une connectivité comme s'il était à son bureau. Donc, pour nous, il n'y a pas de différence entre la personne qui est dans mon bureau à côté ou la personne qui travaille à Ville-Marie ou à Notre-Dame-du-Nord ou à Val-d'Or ou à Amos. Donc, autant pour l'étudiant, pour nos cours en vidéoconférence, pour, en tout cas, l'ensemble des activités, bien sûr, aujourd'hui, qui sont tous des activités qui demandent un réseau performant. Et vous, comme directeur des TC, vous êtes au centre de ce réseau à Rouyn-Noranda? On est au centre du réseau et c'est un peu, je dirais que ça ressemble assez au réseau de l'Université du Québec dans le temps où on avait un comité télécom et on avait le Centre des services communs qui offrait une connectivité à chacune des institutions du réseau de l'Université du Québec. Fait quand on a réfléchi à la façon de faire de ce réseau-là, ben c'est un peu comme ça. Le centre de l'Abitibi-Témiscamingue en termes de réseautique est à l'UQAT, comme on est le point de présence aussi du risque. Et nos 300 édifices se relient à l'UQAT et à l'UQAT à l'aide de... On n'est pas une grosse équipe, là. Il y a moi en télécom, mais en fait, moi en directeur TI, je suis loin d'être un spécialiste télécom, mais quoi que je me débrouille pas pire. Mais on a un technicien chez nous et on est allé chercher un technicien aussi au réseau Biblio pour bâtir un comité technique bénévole pour s'assurer que le contenu et les règles d'utilisation de ce réseau-là. Oui. C'est ça. Donc, les règles, ça vous demande de surveiller un petit peu ce qui se passe et comment les différents partenaires utilisent ce réseau. C'est ça? C'est effectivement. Donc, il y a de l'équité aussi dans l'utilisation. Il y a tout l'aspect, justement, de s'assurer que tout le monde utilise le réseau adéquatement. Donc, il faut faire un peu de surveillance, et on a un réseau maintenant qui est de la fibre optique qui est fait et on développe des services maintenant sur ce réseau-là. Par exemple, quel type de service? Bon, on développe des services de web conférences qu'on a achetés ensemble dans tout le partenariat. Il faut dire aussi que ce partenariat-là du GIRAT, le Gestion Inforoute régionale Abitibi-Témiscamingue, c'est une belle plateforme parce que le CA est composé des décideurs technologiques de chacun des organismes et c'est une belle plateforme pour voir, bon, mais c'est quoi les défis technologiques d'aujourd'hui et comment on peut y répondre. Puis l'UQAT, bien sûr, est toujours mis à contribution. Tout le projet a coûté quand même autour de 22 millions de dollars, financé par les différents gouvernements et tout ça. Économiquement, ne serait-ce qu'économiquement, est-ce que l'université y trouve son compte? Bien sûr, parce que l'exemple que je vous donnais tantôt pour venir brancher nos bâtisses, par exemple, la bâtisse de la forêt d'enseignement-recherche du lac du Parquet, aller brancher une bâtisse comme ça à peu près 100 km de fibre, c'était une question de millions. Mais est-ce qu'on a vu, par exemple, augmenter des projets de recherche à distance, l'enseignement à distance, le nombre d'inscriptions? Ça l'a permis d'augmenter effectivement notre offre d'enseignement à distance, surtout la vidéoconférence, où on a pratiquement le plus gros réseau de vidéoconférence du Québec, là, avec un rouleau d'une vingtaine de salles. Et ça demande quand même beaucoup de... il faut que le réseau fonctionne bien. On s'aperçoit aujourd'hui que quand la technique ne marche pas, c'est... Je faisais toujours une blague à mon ancien patron. Je disais que quand... notre job, c'est de bien faire les choses, mais mieux qu'on fait les choses, plus on se fait oublier.
Ah. Et plus on nous en demande, peut-être, sinon. Parce qu'on a l'impression que ça marche. Que ça marche. bien. Cela dit, vous avez d'autres projets professionnels et personnels. Vous avez plein de projets, je pense, encore à l'université, dans ce service que vous Il dirigez. reste beaucoup de défis technologiques, Oui. tout l'aspect d'enseignement à distance Oui. et tout l'aspect numérique et des services de stockage, les services qu'on rend aux chercheurs, la diffusion de tous ces gens. En fait, la délocalisation Oui, de tous ces gens-là et s'assurer qu'on leur donne des services partout dans le monde maintenant. Fait que c'est En des tout cas, défis technologiques, il y en a encore plusieurs. En tout cas, ce réseau de communication par fibre optique, qui est un modèle qui semble déjà performer très bien, est-ce que vous savez s'il a déjà été repris dans d'autres régions du Québec par d'autres organismes ou regroupements de partenaires comme le On vôtre? a eu on a le prochain réseau qui est le réseau de la Jamésie, qui est le réseau EU. Votre voisin, oui. Notre voisin. Donc, le réseau EU est venu voir comment on avait fait les choses. Et eux autres, ils ont fait, bien sûr, quelque chose d'un peu différent, mais quand même, ce réseau-là est en activité là, depuis 2012 et on va aussi brancher ces réseaux-là. Bon, parfait. Donc, vous faites école. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Voilà. Parfait. Alors, merci. Et puis, D'accord. voilà.